Donc bonjour tous. Ça marche pas ici. Non. Bien. Donc on va voir ensemble aujourd'hui deux petits cours. Le premier c'est les interactions médicamenteuses. Ensuite on va voir la pharmacovigilance. Donc ceci avant de rentrer dans le cadre des grands groupes de médicaments. Donc les interactions médicamenteuses. Voici votre plan de cours. On va les définir déjà. En introduction, on va dire quoi? Que les médicaments donc, sont sujets à une surconsommation par les gens, donc par la société, et ceci va constituer un vrai problème de santé publique. Parce que qui dit médicament dit effet secondaire. Qui dit médicament dit 1, 2, 3 médicaments ensemble, ça fait interaction médicamenteuse. Donc il y a un vrai problème. Et si parfois on veut traiter une maladie avec un ou deux médicaments, il est possible qu'on en crée une troisième, une deuxième, à cause des effets secondaires qui peuvent arriver. Je prends l'exemple des anti-inflammatoires. J'ai par exemple un rhumatisme chez un sujet âgé. Ce rhumatisme est dégénératif. Je vais lui mettre les INS. Qu'est-ce qui va m'arriver? Normalement rien si la personne est en bonne santé, s'il n'y a pas de comorbidité. Maintenant, s'il a un diabète, une hypertension artérielle, s'il a une dyslipidémie, il va avoir déjà plusieurs médicaments. Et si par malheur vous oubliez de demander au patient s'il est déjà traité pour quelque chose, eh bien vous allez rajouter l'anti-inflammatoire en sachant que tous ces médicaments entre eux vont forcément faire des effets secondaires. Et non pas seulement leurs effets propres à chacun, mais surtout des interactions entre eux. Il y a ceux qui vont potentialiser les effets les uns des autres, il y a ceux qui vont inhiber l'effet de l'un de l'autre, et puis, etc. Donc, il y a plusieurs types d'interactions qu'on va voir ensemble. Donc, c'est un problème de santé publique majeur. Il est source de morbidité nouvelle. Chaque jour, donc, des centaines de consultations arrivent dans les structures hospitalières et dans les cabinets privés pour ces raisons-là, pour les effets des médicaments. Et en général, ces interactions vont venir de quoi? Quelques facteurs, c'est l'inadéquation d'un traitement. On donne un traitement qu'on ne devrait pas, qu'on n'a pas réfléchi, qu'on a rajouté avec un autre où il y a une contre-indication. Deuxième facteur, c'est le surdosage. Au lieu de donner une dose, on va donner le double, on va donner le triple. Et pas forcément le médecin, parfois c'est le malade qui va tout seul augmenter son dosage comme ça, tout seul. Ensuite, un autre facteur, c'est l'association aux autres médicaments. Donc l'association, elle est source de beaucoup de problèmes, quelle que soit leur cause. Alors ces interactions médicamenteuses, les effets des médicaments entre eux, sont responsables de milliers d'hospitalisations et de milliers de décès chaque année dans le monde, partout. Et ces décès et ces hospitalisations, elles sont dues aux mauvaises interactions médicamenteuses. Je prends l'INS par exemple, je le donne à quelqu'un qui a une fibrillation auriculaire, qui est sous Syntron par exemple, antivitamine K. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une potentialisation de l'effet de l'INS, de l'anticoagulant par l'INS, et vous aurez donc un risque, un surrisque hémorragique. Et vous aurez un AVC hémorragique chez un sujet âgé, par exemple. Et voilà, tout bêtement, donc, on a créé une autre pathologie aux pathologies existantes. Donc, il faut faire attention toujours à ce que vous prescrivez et surtout, l'étape de l'interrogatoire est très importante. Je passe l'examen clinique, parce que souvent, les médecins ne font même pas d'examen clinique parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils pensent que ce n'est pas la peine. Mais l'interrogatoire aussi, il a son impact très important. Donc, l'interaction médicamenteuse, c'est quoi? C'est une modification cliniquement significative qui est observée in vivo, donc chez un être humain. Qu'est-ce qu'on observe? Des effets attendus d'un médicament lors de la co-administration avec un autre. Mais il n'y a pas que les médicaments qui donnent l'interaction, il y a aussi d'autres produits, les aliments, l'alcool et le tabac.
Ils peuvent interagir avec un médicament, et donc il ne faut pas croire que ce sont que les médicaments entre eux. La prescription en même temps, simultanée, de plusieurs médicaments va pouvoir donner lieu à un effet d'interaction, parfois bénéfique. Au mieux, c'est bien. Un effet est potentialisé par l'autre dans le bon sens. Mais on peut malheureusement avoir d'autres effets néfastes. Un médicament altère le fonctionnement de l'autre. Et donc là, tout de suite, on va distinguer deux groupes d'effets. Il y a ceux qui peuvent être utilisés pour augmenter un effet bénéfique ou diminuer un effet indésirable. Par exemple, on associe deux médicaments pour pouvoir potentialiser l'effet bénéfique et diminuer, en diminuant les doses de l'un et l'autre, diminuer les effets secondaires. Ici, donc, l'exemple type, c'est les associations d'antibiotiques pour essayer d'empêcher l'apparition de germes résistants. Là, c'est un effet bénéfique. Il y a les effets néfastes. Néfastes, ça veut dire qu'il y a un risque donc d'avoir des effets, de mauvais effets, et ce groupe fait partie donc des causes possibles d'effets indésirables, ces associations. Alors donc on distingue tout de suite les interactions utiles dont on a besoin et les interactions indésirables dont on peut se passer. Alors si on doit classer les interactions médicamenteuses, on va devoir parler d'abord l'additivité. Additif, c'est additionner deux effets ensemble. Donc l'additivité, c'est la somme des effets de chaque médicament. Alors quel est l'intérêt d'une telle association? C'est de pouvoir diminuer la dose respective des deux médicaments pour pouvoir réduire les risques. C'est bien. Le deuxième mécanisme d'une interaction, c'est l'antagonisme. Antagoniste, ça veut dire inverse, donc contraire. Donc c'est un médicament va empêcher l'autre d'exercer son action maximale. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une telle interaction? Mais elle n'a pas d'intérêt. Pourquoi je veux empêcher un médicament de faire son action avec un autre? Non, c'est bête. Donc, elle n'a pas d'intérêt thérapeutique et il faut à tout prix l'éviter, en connaissant les mécanismes d'un médicament et de l'autre qu'on va lui associer. Le troisième effet, le troisième mécanisme des interactions, c'est la potentialisation et la synergie. Vous connaissez ces termes? Alors c'est quoi? C'est l'accentuation des effets d'un médicament, mais qui est supérieure à la somme des effets isolés de chacun. Donc 1 plus 2, mais la somme, elle sera au-delà de la somme des deux, en effet bénéfique et en effet indésirable. Donc la potentialisation et synergie, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de diminuer de manière significative les doses, oui, c'est bien, et de s'éloigner largement des doses ayant des effets indésirables. Bon, ça, c'est bien aussi. Cette potentialisation est pourtant peu fréquente. Alors, les interactions utiles, j'en ai parlé, et l'utilité, c'est quoi? Elles sont utiles dans quel sens? Elles sont utiles pour l'efficacité, c'est ce que je recherche en traitant quelque chose. Je veux être plus efficace en mettant deux médicaments ensemble. On est d'accord? Pour que ça reste dans l'utilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'additivité, la synergie des effets pharmacologiques. Par exemple, j'associe le sulfaméthoxazole et le trimétoprime, vous les connaissez. C'est quoi la molécule? C'est le Bactrim, c'est l'association de deux antibiotiques et on aura l'effet antibiotique bactéricide. C'est une association qui est à dose fixe, il y a le 480 et il y a le Bactrim Forte par exemple. On peut les donner et on est tranquille. D'ailleurs, ça se vend dans le même comprimé, donc il n'y a aucun risque de se tromper. Le deuxième exemple, c'est l'association fixe de deux antihypertenseurs. Aujourd'hui, sur le marché, il y a des antihypertenseurs qui sont associés entre eux. Un IEC, par exemple, avec un inhibiteur calcique. Les plus fréquentes, c'est un diurétique avec un ARA2 ou avec un IEC. Donc, ce sont de très bonnes associations. Quel est l'intérêt? Donc, on a dit c'est pour l'additivité de l'effet et puis surtout pour l'observance. Parce qu'un patient qui a un comprimé à prendre un jour, c'est pas comme quand il en a 3 ou 4. INSA, bon, il peut oublier, il peut
faire n'importe quoi, mais quand c'est fixe, c'est très bien. De plus, c'est des doses faibles qui vont s'additionner et c'est très bien. Donc ça, on reste dans le cadre des interactions utiles. Ensuite, le deuxième bénéfice, la deuxième utilité de l'association utile, c'est le rapport bénéfice-risque. Donc on l'a dit, le bénéfice de l'effet thérapeutique qui augmente et le risque de l'effet indésirable qui diminue. C'est une bonne chose. Donc l'association de deux médicaments qui ont la même indication thérapeutique et des effets indésirables différents, qui sont dose dépendants, va permettre de réduire la posologie de chacun et de conserver la même efficacité de l'un et de l'autre en diminuant le risque d'effet indésirable. Est-ce que c'est clair là? C'est simple. Hein? Donc ça c'est l'idéal. Hein? Enfin, d'autres aspects qui ne sont pas thérapeutiques peut-être, mais qui nous intéressent, c'est le coût. Quand on associe deux médicaments qui se potentialisent mais qui n'ont pas d'effet secondaire, je suis bien. Je n'ai pas besoin de mettre un pansement gastrique, un IPP, je n'ai pas besoin de mettre une boîte de 30 comprimés parce que il se prend un seul comprimé, donc ça suffit, une boîte suffit pour un mois, etc. Donc il y a le facteur du coût. Donc je réduis les coûts. Quand vous avez deux médicaments dans deux boîtes différentes, vous avez le coût du médicament lui-même, le coût de la boîte, l'emballage, le papier qui est à l'intérieur, etc. Donc ça coûte de l'argent, ça. Donc si je le mets dans la même boîte, je réduis le coût, je le réduis par 2, au moins. Et puis la sécurité. La sécurité, c'est que l'association, elle a été testée, elle est connue, elle est bien, donc je ne risque rien. Parfois, je doute. Est-ce que je peux mettre un IEC avec un ARA2 ? Bon, non, c'est le mauvais exemple, on ne peut pas. Est-ce que je peux mettre un IEC avec un inhibiteur calcique ? Oui, peut-être que je ne connais pas très bien mes cours, mais si je le trouve dans la boîte, c'est qu'il a été testé, il a l'AMM pour être vendu comme ça. Donc c'est bien. Donc, quels sont les facteurs d'utilité d'un médicament, d'une interaction médicamenteuse ? C'est l'efficacité avant tout. Je veux réussir à réduire la douleur. Deuxième effet, c'est le rapport bénéfice-risque. Je réduis ma douleur, mais je ne fais pas de néphropathie des AINS, par exemple. Troisièmement, c'est je mets le moins d'argent possible. Et quatrièmement, je suis tranquille et en sécurité. Il n'y a pas de risque de surprise. On passe aux interactions indésirables, par contre, qu'on n'a pas envie de voir. Leur mécanisme, il peut être pharmacocinétique ou pharmacodynamique, c'est-à-dire que l'interaction va se faire sur toutes les étapes du métabolisme d'un médicament. C'est-à-dire, pharmacodynamique, c'est quoi? C'est les récepteurs, c'est la fonction physiologique. Donc, ici, l'interaction pharmacodynamique, c'est les plus fréquentes et elle concerne quoi? Deux médicaments au plus qui possèdent des mécanismes qui se chevauchent. Ils se chevauchent, donc ils vont se lier à des actions sur les mêmes récepteurs. Donc, ça veut dire quoi se chevaucher? Ils ont les mêmes récepteurs d'action. Donc, il va bloquer l'autre. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ou bien des voies de signalisation intracellulaire communes. Donc, ils vont faire de la compétition. Les effets sur une même fonction physiologique ou des fonctions compensatrices. Par exemple, les AVK et les antiagrégants plaquettaires. Ils ont tous les deux une action antiagrégante, anticoagulante, donc ils vont majorer le risque hémorragique. Enfin, il y a les modifications de l'équilibre ionique. Il y a des médicaments qui entraînent une hyperkaliémie et d'autres aussi qui entraînent l'hyperkaliémie, donc vous aurez un sur-risque d'hyperkaliémie. Par contre, si on fait de bons choix, quand ce n'est pas ces médicaments-là, on peut prendre un médicament hyperkaliémiant avec un médicament hypokaliémiant dans leurs effets secondaires. On les met ensemble et on est tranquille. C'est le cas de quoi, par exemple? Par exemple, les ARA2, les IEC, je reste dans la cardio, et les diurétiques, qui ne sont pas épargneurs de potassium. Donc si je mets cette association, je suis tranquille. Je n'aurai pas d'hyperkaliémie, quel que soit X. Est-ce que vous me suivez? J'ai hyper simplifié, hein, c'est bien plus compliqué. Voilà.
un exemple d'interaction pharmacodynamique. Donc je rappelle, pharmacodynamique, c'est les récepteurs, les voies de signalisation et la voie ionique et l'ionique. Donc les interactions pharmacodynamiques, par exemple les effets antagonistes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un médicament M1 qui doit se fixer sur ce récepteur. Or, un médicament M2 associé va venir lui prendre sa place. Et donc, il va bloquer le récepteur et il n'y aura pas l'action du M1. Donc ça, c'est une mauvaise association. Là, on est d'accord. C'est le cas, par exemple, du salbutamol, traitement des crises d'asthme, et des bêta-bloqueurs qui traitent l'HTA. Vous savez que les bêta-bloqueurs dans l'asthme, ils sont contre-indiqués. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de récepteur avec les traitements de l'asthme. Ils vont entraîner un bronchospasme qui va aggraver la crise d'asthme. Donc, voilà un type d'association compétitive ici sur les sites. Toujours dans les interactions indésirables, on a vu pharmacodynamique, maintenant pharmacocinétique. La cinétique, c'est tout ce qui est élimination, métabolisme, absorption, et donc toutes les étapes peuvent être concernées. Et ce sont les plus dangereuses et les moins prévisibles. C'est-à-dire, un médicament, il empêche l'absorption de l'autre. Il peut entraîner un problème avec les lésions aux protéines plasmatiques. Le problème peut être au niveau du métabolisme, hépatique, rénal, peu importe, ou bien dans l'élimination. L'élimination, c'est la plus grave. L'élimination, s'il y a deux médicaments ensemble, je reviens aux INS, qui peuvent faire des néphropathies catastrophiques quand ils sont associés à des médicaments dans le même sens. Donc, les interactions qui agissent sur les voies pharmacocinétiques sont les plus dangereuses. Exemple, ici on est devant un médicament, donc M1, qui agit en passant par le foie, donc il est transformé en produit de dégradation non actif, premier passage hépatique. Or, sa dégradation peut ne pas se faire lorsqu'on le soumet à un médicament M2 qui va altérer son métabolisme, qui va empêcher son métabolisme hépatique. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas se transformer en forme inactive, il va rester sous forme active. Les formes actives sont les plus dangereuses, les plus toxiques des médicaments. D'accord? Donc ça, c'est les voies pharmacocinétiques. Ici, c'est un exemple sur le métabolisme hépatique. On prend l'exemple du ciprolon, la ciprofloxacine, par exemple, et vous voyez son spectre ici, comment il est. Il est à la phase 0, l'administration. Alors, on a la concentration plasmatique qui augmente, doucement. Elle va augmenter rapidement, on va dire. Dans les 2 heures qui suivent, elle est au top, elle est au plafond. Ensuite, la concentration plasmatique, elle va commencer à diminuer, avec un effet qui va durer à peu près 24 heures et un maximum au niveau de la 2e heure. Si on met un antiacide, l'antiacide, c'est les pansements gastriques, ce n'est pas les IPP, ou les IPP si on veut, mais les antiacides, c'est les pansements. Le pansement va faire une sorte de film, il va tapisser l'estomac et il va empêcher, il va faire comme un filtre. Donc il va empêcher le médicament d'être absorbé. Alors si je le mets en même temps que l'antibiotique, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. L'absorption, la concentration plasmatique, elle est pratiquement nulle. Alors de 3 ici microgrammes par millilitre, ou plus, elle est à 0,2. Il n'y a même pas d'ascension de la CMI et puis il n'y a rien. Au bout de 3 heures, il n'y a plus rien, il n'y a plus de médicaments. Donc la cipro est très chère. C'est un antibiotique vraiment de dernière génération. Si on le met, eh ben, ça ne sert à rien si on met avec un antiacide. D'accord? Les antiacides, entre parenthèses, il faut les donner aux gens à distance des médicaments. Soit après, une demi-heure ou là 1 heure, parce que le repas lui-même constitue déjà une protection. Ou là, il faut les donner à jeun. Il ne faut pas les donner mal le médicament parce qu'il va empêcher son action, son absorption.
Alors, tout le monde ne fait pas des interactions, il y a des facteurs de risque. Donc, tout le monde et tous les médicaments ne font pas toujours des interactions. Donc, il y a des facteurs de risque de survenue d'interaction. Quels sont ces facteurs de risque? Un, c'est bien sûr la polymédication. Donc, plus on monte le nombre de médicaments, et plus on a un risque. Donc, plus le nombre de médicaments augmente, plus le risque augmente. Ce risque est multiplié par 3 au-delà de 4 médicaments. Donc, si on arrive à 4 médicaments, soyez sûr que le risque est multiplié par 3. De faire une insuffisance rénale, ou là de faire des vomissements, ou là une hémorragie. Si vous mettez le Plavix, l'aspégique et le Syntron, et le Lovenox, c'est bon. Donc, vous êtes sûr que vous allez faire une hémorragie. Donc, plus on augmente, si je mets aspégique, Plavix, c'est une association qui est pratiquée en cardio. Il y a des risques, mais ils sont moindres que lorsqu'on met les AVK et les héparines. Ça, c'est un facteur. La polymédication, c'est normal. Deuxième facteur, c'est les médicaments à marge thérapeutique étroite. Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait le cours? C'est quoi? C'est des médicaments dont la dose thérapeutique est très proche de la dose toxique. Donc, je donne 1 mg, je suis déjà dans la toxicité. D'accord? Donc, c'est des médicaments très dangereux. Il faut les éviter et essayer donc de choisir d'autres médicaments quand on a le choix. Surtout chez les sujets âgés, surtout chez les gens qui ont des problèmes rénaux, par exemple l'insuffisance rénale, etc. Il faut faire attention. Alors, exemple de médicaments dont la marge thérapeutique est proche de la toxique, ce sont les anticoagulants oraux, les antivitamines K, le Syntron, la digoxine digitalique, la théophiline, traitement de l'asthme, les cytostatiques, c'est de la chimiothérapie, les phénitoïnes qui traitent certaines pathologies, certaines convulsions, et les aminosides tels que l'agenta et la streptomycine. Attention, manipulation très délicate. Prenez la digoxine, on peut basculer dans la toxicité, dans le surdosage en digitalique très facilement, chez les insuffisants cardiaques par exemple. Troisième facteur de risque d'interaction, c'est l'âge avancé, je viens de le dire. Les sujets âgés ont tendance à dégrader moins bien et moins vite leurs médicaments. Donc ce sont des personnes encore plus à risque d'interaction médicamenteuse, surtout pharmacocinétique. Pourquoi? Parce qu'ils métabolisent moins bien, leur foie est fatigué, ils ont toujours une petite insuffisance rénale, ils ont de la déshydratation, donc ils ont un problème d'assimilation des médicaments. Donc attention, si vous leur mettez en plus les médicaments marge thérapeutique étroite, vous êtes sûr qu'ils vont faire des complications. Le dernier facteur de risque, les derniers, c'est l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique, et on comprend pourquoi. Question de métabolisme, question d'élimination. Voilà, donc à retenir. Ce n'est pas les questions d'examen, mais bon, c'est un clin d'œil. Bon, ensuite, maintenant c'est bien beau de savoir tout ça, mais en pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? On a quelques règles à respecter pour limiter au maximum le risque d'interaction. Donc, quelles sont ces règles? Premièrement, avant d'écrire une ordonnance, il faut au moins savoir ce que vous allez écrire. Il ne faut pas, pour la galerie, vous allez étaler vos compétences, entre guillemets, alors que vous ne savez pas quelles sont les propriétés des médicaments. Donc, vous écrivez un médicament, vous êtes normalement censé connaître son élimination, son métabolisme, son absorption, ses effets secondaires, tout. D'accord? Donc, ça, c'est le but de l'enseignement et de votre assiduité. Donc, connaître les propriétés des médicaments, toutes qu'on utilise. Je ne vais pas prescrire du Plaquenil, par exemple, que je ne connais pas. Pourquoi je le fais? Et s'il arrive quelque chose, vous allez au palais de justice. Donc, si vous ne connaissez pas un médicament, ne le mettez pas. Alors, parfois, on a l'insistance des patients, mais il ne faut pas céder. Vous êtes libre de votre métier, d'exercer ce que vous voulez. S'il vient dire l'augmentin, pourquoi vous l'écrivez? Vous voulez lui faire plaisir, il n'y a aucun bénéfice. S'il lui arrive quelque chose, il n'hésitera pas à vous casser en deux.
Donc, ne faites pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Je ne connais pas l'augmentin. Non, je ne peux pas, je peux pas, il n'y a pas d'indication, même si vous ne connaissez pas réellement. D'accord? Donc, il faut connaître tous les objets de vos prescriptions. Deuxièmement, essayez toujours d'utiliser la monothérapie. Essayez au minimum, au maximum, de ne pas mettre plusieurs médicaments dans l'ordonnance. Alors, il y a des ordonnances caricaturales où il y a recto, verso, où les gens écrivent 36 000 médicaments. On a bien vu. 1, ça va. 2, chouïa. 3, 4 médicaments, multiplication par 3 du risque d'interaction. Donc, attention à ne pas épater la galerie. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc, une ordonnance de quelqu'un de sensé, c'est un médicament, 2, 3 que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, parce qu'après, ces malades, ils vont venir à l'hôpital avec d'autres maladies. On est d'accord. Troisième recommandation. Il faut, si vous ne savez pas, c'est pas la honte, on ne peut pas tout apprendre, c'est pas possible. Ayez toujours un Vidal à côté de vous. Maintenant, tout le monde a des logiciels de médicaments dans le téléphone, puisque c'est votre génération. Utilisez le téléphone, les logiciels, le Vidal de la spécialité que vous écrivez. Vous mettez le nom du médicament, vous avez tout. Vous avez le RCP du médicament, les effets indésirables, le mécanisme d'action, toutes les phases pharmacocinétiques, etc. Donc, n'ayez pas honte à ouvrir le livre devant le malade. Au contraire, il va dire, bon, il peut dire, mais il peut dire aussi, il est consciencieux, il vérifie. Après, c'est à vous de vous imposer. Alors, quatrième recommandation, c'est il faut penser à éviter l'interaction potentielle en se posant toujours quelques questions à propos du médicament que vous écrivez et adapter si besoin la dose. Donc toujours dire je vais mettre le Syntron et j'ai envie de mettre un anti-inflammatoire, le malade est arthrosique, il a un gros genou, je dois le mettre. Il faut réfléchir avant. Une interaction potentielle, oui ou non? Oui. L'AINS potentialise l'effet hémorragique de l'antivitamine K. Donc je vais dire, il y a une interaction potentielle. Est-ce que je suis obligée, est-ce que je dois? Ou peut-être, est-ce que si je réduis la dose, je vais échapper à l'effet? Si c'est possible. Ici, c'est pas possible. Hein. Entre le Syntron et l'AINS, c'est une association qui est à éviter. Hein. Elle est presque contre-indiquée, sauf dans certaines situations. Donc, je me pose la question et je réfléchis. Peut-être que si naqs la dose, peut-être ça va se passer bien. Donc, toujours se poser cette question. Et cinquième recommandation, il faut se méfier des médicaments, on l'a dit, à marge thérapeutique étroite et essayer de les éviter au maximum. Voilà, donc 5 recommandations qu'il faut retenir absolument. Et j'ai précédé les flèches, bon, ça fait rien. Et en conclusion, on va dire que les maladies chroniques imposent une polymédication, la RALB, on a des malades que nous-mêmes, on traite avec un recto-verso. Mais c'est mûrement réfléchi. Je dois traiter l'HTA, je dois traiter le diabète avec 2 médicaments et une insuline, ça fait 4 médicaments. Je dois mettre une prévention par une statine. Je dois mettre un IPP parce que le malade a des problèmes digestifs. Je dois traiter l'arthrose, peut-être avec du paracétamol. Donc, désolé, parfois on est obligé dans les maladies chroniques. On est obligé de tout mettre, mais on doit connaître ces médicaments avant. Donc, cette polymédication augmente le risque d'interaction, on l'a vu, et donc le médecin doit toujours penser au risque d'interaction, surtout les interactions les plus courantes, et cela pour éviter les accidents. Donc, il faut connaître tous les médicaments que vous écrivez. Si vous avez le choix, choisissez le minimum de médicaments. Si vous n'avez pas le choix, vous les mettez, mais vous êtes supposé les avoir déjà bien appris, vous connaissez tous leurs effets, et vous prévenez le malade. Si vous mettez des corticoïdes, vous ne pouvez pas laisser partir le malade dans la nature. Il faut lui dire que ça donne une hyperglycémie, ça donne une HTA, ça donne des ulcères gastriques. Donc, on doit précéder les effets secondaires. Et surtout quand c'est 2 médicaments aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, interaction. Est-ce qu'il y a des questions?
Il y a des